Prisca, bonjour. Nous sommes ici réunis pour parler d'un sujet qui est sous forme de question. Le sujet est donc comment accompagner l'enfant vers le haut niveau. Si je te pose la question aujourd'hui, c'est qu'elle te concerne beaucoup, notamment parce qu'il y a quasi 30 ans, tu as créé le concept de la bientraitance, qui est devenu au début des années 2000 le troisième axe européen de la politique de la famille et de l'enfance. Et aussi parce que depuis de nombreuses années maintenant, tu es coach mental dans le sport de haut niveau. Du coup, cette question te concerne directement parce que la cause des enfants est quelque chose qui t'appelle et qui t'anime depuis très longtemps. Et aujourd'hui, elle se rejoint dans le sport de haut niveau et j'imagine que ça ne doit pas être évident pour un enfant qui est un peu plus susceptible d'être sujet à la pression que demande ce chemin-là vers le haut niveau. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, de ma place de psychanalyste d'enfants et d'adolescents, je peux en dire beaucoup, non seulement de l'enfant en général, et peut-être commencer par ça, qui devient éventuellement un sportif de haut niveau à terme. Parce qu'il est sportif par joie, par désir, par envie, en général, et en tout cas on peut l'espérer. Et après, ça sera un parcours qui se construira. Et c'est justement la construction de ce parcours qui est difficile. Alors je te coupe parce que j'ai une question avant, ça peut paraître un peu obsolète, mais je pense que c'est important. Quand on dit enfant, on parle de quelle tranche d'âge ? Enfant, quand on commence à faire du sport, très souvent, les sportifs parlent de 4 ans. D'accord. Ils ont commencé leur sport souvent aux alentours de 4 ans. Parfois avant, mais c'est globalement 4 ans. Et où est-ce que tu situes la fin de cette enfance ? Au moment où la puberté arrive, c'est-à-dire selon les cultures et dans le monde, parce que la puberté arrive plutôt dans certaines cultures que d'autres, entre 9 ans et 12 ans, 13 ans même. D'accord. Ok, très bien. Donc, Disons que 11-12 ans, c'est le passage vers la première étape de l'adolescence. mais c'est souvent aussi la période où on leur demande, où on le décide avec eux, si oui ou non ils vont vers le sport de haut niveau. Alors ça dépend des sports qui sollicitent les enfants plus tôt pour certains et la maturité sportive est plus tardive dans d'autres sports. Donc ça D'accord. dépend du sport qui, vers le haut niveau en tout cas, est très exigeant. Donc évidemment, quand, par exemple pour la gym, où déjà à 14-15 ans, elles sont à un niveau très très élevé, ce n'est pas la même chose pour le tennis. Même s'ils peuvent être numéro 5, numéro 3 mondial, ce n'est pas la même exigence physique. C'est-à-dire ce n'est pas le même genre d'entraînement quand même. Ça, c'est quand même une réalité. Il y a des sports qui sont beaucoup plus sollicitants sur le plan de la discipline que d'autres. Donc si je reviens à ta question, je dirais qu'en premier lieu, avant d'être un sportif, un enfant est une personne. Alors comment ça se passe dans la famille et d'où vient le projet ou d'où vient la projection de faire du sport, c'est-à-dire d'une activité dans laquelle qu'il aime. Parfois, ça arrive qu'il ne l'aime pas, mais qu'il est doué et qu'on le pousse à le faire et qu'il le fait jusqu'au moment de la saturation. C'est pour faire plaisir à ses parents ou à... Pour faire plaisir à ses parents, mais aussi pour avoir le sentiment qu'il existe, le sentiment qu'il a une identité, qu'il est valable, qu'il est aimable en faisant ce sport. Et c'est comme ça qu'on peut voir, pour d'autres raisons aussi, quand ça se durcit, quand c'est plus difficile, des jeunes arrêter leur sport justement au moment de la préadolescence ou de l'adolescence. Parce que là, c'est trop, ça suffit, ils n'y arrivent plus. Aussi parce que j'imagine que l'adolescence, enfin la puberté en tout cas, apporte des nouvelles problématiques à l'être humain. Oui. Et il doit trouver le sport peut-être désuet. Oui, déjà des centres d'intérêt qui peuvent effectivement changer, mais aussi par exemple la modification du corps qui peut devenir complexe dans le sport qui est exercé, où il y a des manières de s'habiller, des manières de présenter son corps, où tout à coup, par exemple, quand le corps se forme, c'est plus complexe d'être visible corporellement. Pour d'autres, ça n'a aucune importance, c'est même carrément atrophié, la transformation physiologique. Donc ça va dépendre de chaque individu, mais pas que de lui, mais aussi de son entourage et de la manière dont ça a été pensé ou impensé dans la famille, dans les mots d'ordre, dans les représentations. Enfin, c'est très complexe. C'est pour ça que je dis, un sportif est avant tout un être qui est élevé dans un contexte, un environnement. Mais il est aussi
construit sportivement dans une structure avec des entraîneurs, avec une fédération, une culture fédérale aussi. C'est pas la même chose la culture de la natation que la culture du tennis. Pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. C'est pas la même chose d'être avec un entraîneur privé ou un entraîneur de structure publique. C'est pas la même chose d'être dans un centre où il faut payer très cher pour être entraîné aussi. Ça existe. Enfin, tout dépend de la structure dans laquelle on se trouve. Donc les parents, eux, sont confrontés à plusieurs choses, c'est-à-dire à leurs propres désirs ou projections probables. Mais mon enfant, s'il fait ça, oh là là, c'est dangereux, qu'est-ce qui va se passer avec toutes les histoires qu'on entend, comment est-ce que je vais m'occuper de cette chose-là. De l'autre côté, ça peut être, oh là là, il va devenir le prochain grand sportif. Quand tu dis toutes les histoires qu'on entend, tu parles de quoi? Des abus. D'accord. Je parle des abus d'autorité, des abus sexuels, des violences, des maltraitances, de toutes ces choses-là dont les affaires sortent de plus en plus et qui existaient dans l'éducation nationale à un moment donné ou dans les institutions religieuses et qui aujourd'hui apparaissent de plus en plus dans le sport de haut niveau. Et donc les parents sont à la fois en méfiance que leur enfant ne puisse pas être bien accompagné et en même temps sont aussi à l'extrême à vouloir tout contrôler. Et à vouloir avoir un avis sur un métier qu'ils ne font pas, par exemple. Donc c'est complexe d'arriver à faire en sorte que tout ça soit harmonieux pour un enfant. Ce besoin de contrôle des parents dont tu parles, c'est quelque chose qui est en conséquence avec toutes ces histoires d'abus qui ressortent, ou ça a toujours été le cas? Je dirais les deux. C'est-à-dire que ça a toujours été le cas que des parents aient envie de contrôler complètement leur enfant ou ce qui se passe autour de leur enfant, et particulièrement quand quelque chose est très exigeant et coûteux aussi, parce qu'il faut voir aussi que la plupart des grands projets se font aussi dans beaucoup de sports parce que les parents sont investis, à la fois financièrement ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas sur des grosses sommes. Il y a quand même un investissement, des sacrifices familiaux qui sont faits, et puis du temps imparti pour aller sur les compétitions dans les jeunes âges. Donc il faut que les parents soient aussi présents et bénévoles d'une certaine manière. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que ce n'est pas si simple. Et souvent des parents qui ne savent pas, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le milieu du sport de haut niveau, qui ne connaissent pas le milieu sportif du sport en question. Alors justement, aujourd'hui, à des parents qui auraient un enfant avec un potentiel sportif et qui souhaiteraient l'accompagner sur le chemin du haut niveau, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur suggérerais déjà de se renseigner sur ce sport, ce qu'il est, ce qu'il sollicite physiquement, techniquement, mentalement aussi, comment il est sollicitant pour l'enfant, de se renseigner sur comment ça se passe dans une fédération ou dans le club dans lequel ils sont, qu'est-ce qui va être demandé à l'avance à l'enfant pour l'année en cours, en tout cas si l'enfant est entre guillemets repéré. Je ne parle pas du sport de loisir, je parle là du sport où l'enfant est repéré, où on considère qu'il y a un talent, soit le parent l'a remarqué, soit les deux, c'est-à-dire l'accueil, la structure sportive l'a remarqué, et de savoir finalement où ça les mène, là maintenant, mais à terme. C'est-à-dire peut-être sur une projection jusqu'à la majorité, par exemple. Où est-ce que ça les mènerait, cette histoire, si elle pouvait se prolonger, si elle arrivait à passer les différentes étapes ou l'enfant, le jeune, et puis de mesurer pour l'enfant à quel niveau il place cette passion, ou cette envie, ou ce plaisir qu'il a. Parce que de toute façon, l'enfant qui a des habiletés dans un sport et qui aime ce sport va y découvrir et développer plein de choses pour lui. Il va avoir beaucoup d'apprentissage. Donc de toute façon, ce sera toujours bénéfique. Mais est-ce que... Quelles sont ces valeurs ou ces compétences qui seront bénéfiques pour lui? Déjà, le fait de faire ça, d'apprendre dans un groupe, parce qu'il va rarement être en individuel, ça peut arriver rapidement, mais il y a quand même des échanges. Le fait d'être dans la compétition, mais aussi d'accepter la frustration, d'accepter d'avoir à progresser, d'accepter Travailler la gestion des émotions, en fait. d'accepter de ressentir si on lui explique, parce que moi j'aime pas trop personnellement le mot gestion des émotions, je préfère accueil, transformation, compréhension, savoir ce qui s'y passe avec nos émotions. Nos émotions, ce sont des stimuli certes, mais qui nous racontent
quelque chose de nos croyances, de nos représentations. Si j'ai une émotion de colère, est-ce que j'ai pas eu d'abord des peurs, hein? Donc, mais de quelle peur il s'agit? Donc en fait, c'est plutôt que le sport poussé dans la compétition. Alors, c'est un autre sujet que j'aimerais faire avec toi, c'est sur la compétition, la performance. Qu'est-ce que ça On le sollicite, fera, hein? on le fera. On le fera, mais c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que j'apprends sur moi-même? C'est une manière de se connaître parce que le sport sanctionne dans la représentation la réussite ou pas la réussite d'un mouvement que je fais, d'une compétition, c'est-à-dire même si l'enfant le prend quand même comme un jeu, c'est sérieux le jeu chez l'enfant. Quand il joue avec ses caplas ou ses Lego et qu'il construit quelque chose, il n'est pas quand on est parent et qu'on est à côté, on a intérêt de concentrer. Alors, tu me le passes, le truc. L'enfant apprend dans le jeu, c'est-à-dire qu'il se construit à travers le jeu. Je renvoie à Donald Winnicott, qui était un pédopsychiatre extraordinaire, qui a écrit notamment de nombreux ouvrages, dont Jeu et réalité, qui racontent très très bien comment l'enfant se construit à travers le jeu. Et on l'entend comme J-E-U, mais J-E, c'est-à-dire comment est-ce qu'il s'implique dans ce qu'il fait et ce que ça lui rapporte de faire, ce qu'il en comprend finalement. Et un parent peut être là pour soutenir. Ah oui, ben, tu n'as pas réussi à faire ça, et alors pour questionner, pour accueillir ce que ressent l'enfant, puisque tu parles de la gestion des émotions, c'est-à-dire le parent est le premier qui peut permettre à l'enfant, dans une éducation respectueuse, d'accueillir ce qu'il ressent. Alors c'est toute la question. Est-ce que les enfants sont accueillis dans leurs émotions quand ça ne va pas, quand c'est difficile? Est-ce que les parents posent des questions non pas tout de suite des réponses, des idées à leur place, qui finalement va faire écho aussi dans le sport auprès des entraîneurs, des structures, où on va répondre toujours à la place de l'enfant. Donc si l'enfant, lui, déjà à travers le sport, peut apprendre quelque chose de plus à propos de se connaître, c'est tout bénéfique pour lui. Et ça, c'est quand même ce que le sport ou l'art, hein, parce que je dis le sport, mais ça peut être l'art aussi, tout autant, hein, peut lui permettre de se découvrir. Peut-être que ça va lui permettre de se découvrir un temps et qu'au bout d'un moment, ça n'aura plus d'intérêt pour lui, il passera à autre chose, ça l'intéressera moins. Moi, je connais des adolescents qui me disent « Bon, ben voilà, j'ai fait du tennis, par exemple. » Beaucoup dans le tennis m'ont fait part de ça, parce qu'on m'a dit que j'étais douée, ça m'a amusée, j'ai aimé, et puis j'avais le sentiment que je savais faire que ça, que j'avais une habileté, mais au fond, si j'avais à choisir, non, j'ai plus envie de continuer. Parce que ça lui demande d'aller dans des disciplines ou d'autres choses à développer dont finalement il n'a pas envie ou qu'il n'est pas calibré pour et qu'il a peut-être un rêve d'autre chose. Alors c'est pour ça que l'accès vers le sport de haut niveau, c'est par étapes et le parent, lui, c'est intéressant qu'il puisse justement observer son enfant, être vigilant, être le garant de sa santé mentale, physique et aussi environnementale, c'est-à-dire comment il se développe dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est possible pour lui de continuer? Mais pour ça, le parent doit savoir où il met les pieds, en fait. De quoi il s'agit à propos de ce sport, de quoi il s'agit à propos des structures, quels engagements vont devoir être faits sur le plan financier, sur le plan de la disponibilité du temps. Est-ce qu'ils ont la capacité ou pas de soutenir ce projet pour éviter les désillusions, pour éviter les frustrations et pour permettre aussi d'avoir des projections qui soient justes et pas des rêves qui vont s'écraser. J'imagine aussi qu'il faut qu'ils anticipent les chamboulements au sein même de leur famille, Oui, notamment d'une fratrie, oui, pour un enfant qui, justement, pour les autres enfants qui, eux, s'ils ne vont pas dans le sport de haut niveau ou dans une autre institution de performance, comme je pense à la musique ou la danse, ils pourraient avoir l'impression d'être laissés de côté, par exemple. ça arrive souvent. Des enfants qui se sont, entre guillemets, sacrifiés par défaut, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas demandé clairement, mais ça s'est fait comme ça parce que l'emploi du temps de l'enfant sportif ou de l'enfant artiste prenait toute la place. Les parents étaient totalement dédiés à ça. C'est pour ça que les parents doivent aussi, de mon point de vue, vérifier, enfin être attentifs en tout cas, à ce qu'ils projettent à propos de cet enfant pour éviter que les autres se sentent laissés pour compte. C'est-à-dire cet enfant remplit tous les espoirs ou vient réparer des failles. Donc être attentif à ça et être aussi attentif à ce que justement l'environnement de cet enfant à qui on facilite le trajet
soit aussi un environnement bienveillant, où on éviterait justement les abus en tout genre. Un des premiers abus, c'est les abus de ceux qui se projettent dans l'enfant en se servant de lui comme moyen pour briller quelque part, ou pour se dire ah ben voilà, j'ai un intérêt là, je vais pousser cet enfant, et on fait n'importe quoi. Combien d'enfants sont abîmés physiquement beaucoup trop tôt parce que justement, plutôt que de voir quelles étaient leurs qualités propres, mais aussi les capacités d'un enfant de se développer. Et entre toi et moi, enfant, on n'a pas les mêmes habiletés physiques, on n'a pas les mêmes, et même dans un même sport, on ne va pas développer aux mêmes âges tout à fait les mêmes choses. Parfois, ça peut prendre plus de temps, de maturité. Ça dépend de notre corps. Et puis de beaucoup d'autres éléments, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc ça veut dire que l'enfant, c'est singulier, c'est une personne avant toute chose, et on va travailler autour pour voir comment on va aider à ce que ce projet puisse être bien disant tout le long, c'est-à-dire qu'il peut être porté. Je pourrais aller sur des exemples, mais ça prendrait du temps. Mais c'est vrai que quand je viens avec mon enfant dans une structure, c'est important déjà de me demander où est-ce que je suis, avec qui je parle, qui sont ces personnes avec qui j'échange, à qui je confie mon enfant pour quelques heures, voire pour un internat. D'avoir des relations fréquentes, d'échanger, de faire des points, des rapports d'étape, de vérifier. Éviter de jouer le rôle d'un professionnel à la place du professionnel, mais quand même de rester à sa place de parent qui est garant psychologique, garant juridique, garant physique, garant de l'intégrité de l'enfant. C'est le parent qui l'est, pas la structure. La structure peut toujours dire « Ah oui, mais ce n'est pas moi le responsable légal ». Même si elle peut avoir une responsabilité, elle sera toujours moins que celle du parent. Donc c'est aux parents d'être vigilants sur ce qu'il est en train de faire quand il confie son enfant dans un projet, quand il encadre, quand il fait encadrer son enfant pour un projet, d'être toujours dans le dialogue et d'en comprendre ce qui s'y passe. C'est-à-dire, c'est pas « Ah bah ok, c'est bon, je laisse faire, de toute façon, j'y connais rien ». Parce que c'est vrai que le parent peut ne rien y connaître ou penser connaître, mais en tout cas, c'est important qu'il contre-check, qu'il check en permanence, justement, là où en est son enfant, qu'il écoute son enfant, qu'il parle avec son enfant. Et toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'il prenne au sérieux ce que l'enfant a à dire. Éventuellement, qu'il s'entoure de quelqu'un autour de lui qui peut avoir de temps en temps un entretien, un thérapeute, qui peut avoir là, je ne parle pas de coach mental, parce qu'on ne parle pas de la performance, là on parle de la garantie de santé mentale de l'enfant qui se développe, qui est en train de se développer et qui peut-être ira vers le haut niveau, on ne sait pas. Là on parle vraiment du jeune âge. Pour finir, j'aimerais parler, on a parlé du rôle des parents, j'aimerais qu'on parle du rôle de l'entraîneur justement. Un jeune entraîneur ou un entraîneur qui souhaiterait améliorer ses compétences d'entraîneur ou même un entraîneur qui voudrait se remettre en question sur ses pratiques, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je crois beaucoup au tutoring, c'est-à-dire de faire un travail avec un entraîneur plus mature pour échanger, ce qu'on appelle l'échange des pratiques. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important, qui n'est pas assez fait, je trouve, en France en général, de toute façon. Et la deuxième chose, c'est bien sûr d'être vigilant sur qui il est. Est-ce qu'il se connaît? Est-ce qu'il sait ce qu'il projette pour éviter de projeter auprès des athlètes qui l'accompagnent ses propres désirs? Comment il parle? Quelle est sa relation avec sa pédagogie? Il ne s'agit pas de dire comment il fait faire tel ou tel mouvement, quoique il y a beaucoup de choses qu'il peut apprendre aussi avec d'autres connaissances que sa connaissance propre, soit d'ancien athlète, soit d'avoir été formé comme entraîneur, mais surtout d'être en miroir de lui-même. Parce que je pense que toute personne qui travaille avec un autre être humain doit être en vigilance de ce qui se passe du point de vue des projections. Et donc, oui, et dans le haut niveau, c'est si fragile, et ça demande tellement de discipline, et c'est tellement exigeant, que même un entraîneur peut être poussé par le système, c'est-à-dire même lui-même être plutôt bienveillant, mais que le système lui dise « Ah mais non, mais là, tu n'as pas les résultats escomptés ». Donc, où est-ce que tu en es? Et qu'il se sente sous pression lui-même. Je pense que les entraîneurs se sentent souvent seuls, ont peur de partager parce qu'ont peur souvent d'être vus comme non compétents parce qu'ils auraient des questionnements, des interrogations.
Alors que les questionnements et les interrogations, c'est ce qui permet les améliorations, justement. C'est ce qui permet de progresser. Et qu'un entraîneur qui se laisse aussi co-construire avec l'athlète qui l'accompagne va devenir un meilleur entraîneur de cet athlète-là. Ils vont se rendre compétents à deux. Mais si l'athlète, comme l'entraîneur, ont quelqu'un avec qui être en miroir, qui leur permet, surtout pour l'accès au très haut niveau, qui leur permet d'être vigilants vis-à-vis d'eux-mêmes, alors le système sera, à mon avis, bien meilleur. Pour tout le monde et sur le plan humain. Parce que on parle, je voudrais vraiment insister là-dessus, on parle de la performance, mais on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. On parle de la compétition et on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Il y a une espèce de confusion, c'est un sujet sur lequel je voudrais revenir. On le fera. On le fera, c'est-à-dire entre ce monde compétitif qui parle de performance de n'importe comment, sur n'importe quoi, et qui est lié au monde marchand, qui veut du résultat, du retour sur investissement, et le fait d'avoir un projet, une quête de Graal, un vrai projet qui est un développement de soi-même, et qui emmène vers la performance, mais qui est une performance en conscience, pensée, réfléchie. Et ça n'est pas du tout la même chose, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc là, il y a une espèce de confusion de ce que c'est, où j'entends des personnes dire « oui, mais la performance, si on était dans un monde moins performant, ben, le monde irait mieux ». Ben, de quoi on parle quand on parle de ça? Moi, je voudrais revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je suis en train d'écrire. De quoi on parle quand on parle de performance? Et il y a différents types de performance. Il y a une performance qui est écologique et une performance qui est violente, inutilement. Ce n'est pas la même chose. Ce sera le mot de la fin. Francisca, merci pour toutes ces réponses. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. À bon entendeur. À bon entendeur.